Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission des livres et des lettres. De plus en plus, les jeunes s'intéressent à la question du développement de l'Afrique. On a vu, en tout cas, en fonction des générations, des écrivains s'intéresser au sort, au destin donc, du continent noir. Cette fois-ci, nous avons un auteur un peu plus jeune qui pose aussi le débat « Que faut-il pour l'Afrique ?» C'est le titre de son ouvrage. Il s'appelle Thalès Idriss Komlan, 60 années d'amnésie dans une Afrique hypocrite et inconsciente. Vous voyez, le ton il est bien donné. Hein? C'est une analyse critique assez sévère et acerbe, avec cette singularité que on a des propositions, on a des idées de propositions pour le décollage de l'Afrique. Monsieur Komlan, bonjour. Oui, monsieur. Bienvenue sur mon plateau. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous aviez sorti « Que faut-il pour l'Afrique ?» 60 années d'amnésie dans une Afrique hypocrite et inconsciente. C'est trop dur ça, non? Bon, disons que c'est trop dur quand on est jeune Africain et qu'on est confronté à ces problèmes sociétaux que nous vivons aujourd'hui. Il y a question de, il y a polémique, donc il faut se poser les vraies questions. Il faut se dire comment, dans quel sens analyser et peut-être sauter les verrous. Oui, mais je vous ai trouvé un peu trop critique, très acerbe dans vos propos, dans votre analyse de la situation actuelle de l'Afrique. C'est vrai, tout le monde en parle, on parle de corruption, on parle de mauvaise gouvernance, on parle de tas de bien de choses. Mais est-ce que c'est vraiment spécifique à l'Afrique? Bon, c'est pas spécifique à l'Afrique, mais en Afrique, la chose, elle est beaucoup plus dure et beaucoup plus difficile à accepter. Mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Et si vous trouvez le ton trop dur de ce livre, c'est peut-être la genèse, ce qui fait la genèse même du livre. Qu'est-ce qui m'a poussé au fait à ouvrir les pages de ce livre? Pourquoi vous vous intéressez au destin de l'Afrique? Bon, je m'y intéressais depuis, mais ce qui a créé le début, c'est quoi? J'étais en train de lire l'un de ces jours un livre d'un grand auteur, Einstein. Aujourd'hui, quand on parle de Einstein, c'est tout un déclic. Donc, j'étais en train de lire l'un de ses livres. Le titre, c'est Comment je vois le monde. Donc, quand j'ai vu d'ailleurs le titre, je me suis dit, si un grand homme comme Einstein veut donner ses différents avis sur le monde, c'est un livre à lire et à garder. Donc, j'ai commencé et à un niveau, le grand Einstein voulait citer les continents du monde. Et il a commencé par l'Europe, l'Amérique, et il a cité l'Asie en troisième position, et pour citer l'Afrique, bon, je dois revenir peut-être un peu en arrière, pour citer l'Afrique, il a collé l'Afrique à l'Europe. Donc il a dit Europe-Afrique, Amérique, Asie. Donc ça m'a choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut pousser ces grands hommes à oublier ou bien à rattacher au fait l'Afrique à l'Europe? Selon lui, l'Afrique n'existe pas. L'Afrique, il faut la rattacher peut-être à l'Europe. C'est peut-être vrai. Manifestement, la chose elle est peut-être vraie et c'est une réalité qu'il faut accepter. Depuis que Einstein écrivait ce livre dans les années 1900, jusqu'à aujourd'hui, les choses ne changent pas. Alors nous jeunes, nous devons nous poser la question, comment peut-on arriver aujourd'hui à arracher cette autonomie de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe et aujourd'hui aussi de l'Amérique et pourquoi pas du grand Poutine? C'est ce que vous a amené à écrire justement ce bouquin. Oui. Vous voyez un peu l'état de l'Afrique actuellement, vous l'imputez dans une large mesure aux Africains. Les Africains ne peuvent pas être responsables à part entière, je dois dire, de l'état de l'Afrique actuellement, avec toutes les péripéties que le continent a connues, avec tous les drames qui ont frappé justement, je dois dire, les peuples de ce continent-là. Vous savez, la colonisation, l'esclavage, tout ce qu'on connaît un peu de son histoire assez difficile. On ne peut pas dire qu'entièrement les Africains sont responsables de leur destin. Oui, les Africains ne sont pas totalement responsables de leur destin, mais en grande partie, nous sommes... Aujourd'hui, on ne peut plus continuer, c'est ce que je dis dans le livre, on ne peut plus continuer à jeter le tort à des événements qui sont passés il y a 50 ans, il y a 100 ans, parce que
l'esclavage, il y a très longtemps que l'esclavage est aboli, même si il y en a encore sous d'autres formes. La colonisation, la majorité des pays de l'Afrique, on a obtenu notre indépendance dans les années 60. Maintenant, de 1960 jusqu'à aujourd'hui 2020, il y a déjà 60 ans, c'est la question en fait. C'est pourquoi il y a 60 ans d'années d'amnésie et d'hypocrisie dans l'Afrique. On ne peut plus continuer à culpabiliser l'Europe, à culpabiliser l'esclavage, à culpabiliser la colonisation. Nous-mêmes, aujourd'hui, à l'état actuel des choses, quelle est notre part de responsabilité? Si on peut, nous pouvons dire non. Justement, je vous pose la question, quelle est la part de responsabilité des Africains? Bon, on connaît les mots qu'on ressasse, hein, corruption, journalisme, guerre tribale, voilà. Est-ce que dans le fond, c'est vraiment spécifique à l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà peut-être de ces éléments concis, d'autres facteurs qui font que l'Afrique a des problèmes pour décoller? Non. Moi, je serais, peut-être si vous l'avez déjà dit, je serais très accepte, je serais très dur. Mais je dis, il y a des erreurs que nos dirigeants, au moment de la colonisation, ils ont commis. Par exemple, je l'ai dit dans le livre, le fait d'accepter la décolonisation progressive. On dit, bon, on va vous laisser, mais il y a telle chose qu'on doit gérer avec vous. Comment faire la politique autrement? Nous devons être là, nous devons tirer les ficelles. C'était mauvais? C'était une mauvaise décision, selon moi. On a vu la Guinée qui a fait une rupture brutale, radicale, là où elle en est. Oui, et c'est le problème. On avait laissé la Guinée seule prendre cette décision. Ça devrait être une décision collective. Parce que la Guinée a pris la décision, ils ont mis tous les bâtons possibles dans les roues de Sékou Touré. Il n'a pas pu arriver à bout. Et je dis, c'est Hegel qui l'a dit, à partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. Et ça s'impose. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire jusqu'à aujourd'hui. La France reste là-bas, il dit non, si vous allez vers une Union africaine, ça ne serait pas possible. Et toi, en tant que président au Bénin aujourd'hui, n'oublie pas que tu n'auras plus l'autorité, tu n'auras plus tout le confort que tu as aujourd'hui si tu rentres dans une Union africaine. Donc il faut faire attention. Au fait, c'est ça. Les Sénégalais vont parler du pouvoirisme. C'est ce que nos dirigeants craignent. Et c'est ce que la France essaie de mettre dans leur tête. On dit non, ton pouvoir va diminuer. En fait, c'est le réel problème. Est-ce que dans le fond aussi, ceux qui pensent que l'Afrique a toujours été manipulée par les Occidentaux, et principalement l'Afrique, ce qui fait d'ailleurs son état de stagnation qu'on lui connaît actuellement, n'ont pas quelque part raison aussi? Bon, raison dans quel sens? Oui, mais si on ne manipule pas les dirigeants, comme vous dites, peut-être qu'ils auraient été à la hauteur de la tâche qui les attendait. Et c'est ce que nous allons faire, nous les jeunes. Aujourd'hui, le grand travail revient à la jeunesse. Quand on a vu cette jeunesse burkinabé, une fois essoufflée, une fois asphyxiée, a pris les choses à bras le corps, et on a vu comment ils ont délogé l'ex-président Blaise Compaoré. On a vu dans le Maghreb, après que le grand Mohamed Bouazizi s'est immolé par le feu, parce que bon, on lui impose quelque chose, on lui saisit ses fruits, il va porter plainte, et la plainte n'a pas eu de suite, et il se dit, comment se fait-il que je me sentirai étranger dans mon propre pays? Si c'est ça, je n'en peux plus. Et nous tous, on peut être dans un cas pareil comme Bouazizi. C'est des phénomènes isolés face, je dois dire, vous savez que la géopolitique et la diplomatie, c'est des questions de rapport de force. Aujourd'hui, est-ce que fondamentalement nos pays pris isolément ont cette capacité de faire face, de faire front à des États qui ont plusieurs siècles d'expérience, qui ont capitalisé un certain nombre d'éléments, qui ont connu une histoire, qui se sont renforcés, etc. Et qui plus est, sont solidaires entre eux? Oui, nous pouvons, si nous aussi, on commence par cultiver la solidarité. Parce que aujourd'hui,
l'Afrique, pour décider, moi je dis même, ça ne serait pas une question entre les présidents. Ce travail ne devrait pas se faire entre les présidents qui vont au sommet pour travailler. Non, ça devrait se faire par l'élite africaine. On devrait commencer par léguer, parce que, en fait, c'est ce que moi j'appelle l'effet individu. C'est des choses que les chercheurs africains, les grands hommes africains, les grands journalistes, ils devraient commencer par prendre le problème, l'analyser. Les économistes doivent prendre le problème sur le point de vue économique. Les juristes, ils doivent prendre le problème sur le point de vue juridique. Et on doit analyser le problème, chacun dans son domaine. Et on prend maintenant ces spécialistes-là, ils vont à des sommets. Ça ne serait plus des sommets entre les chefs d'État. Ça serait des sommets entre spécialistes politiques, juridiques, sanitaires, et pourquoi pas éducation. Et on doit ramasser le filtrage de ces pensées et voir dans quelle mesure on doit aller vers une Afrique unie. On commence peut-être par, j'ai parlé de monotoniser, de rendre monotone le marché africain. Le coton qui est vendu, qui est cultivé au Bénin, vendu au Bénin à l'extérieur à un prix, le même coton est fabriqué peut-être au Burkina, mais vendu au prix différent. C'est le même franc CFA qu'on critique d'ailleurs. On va revenir sur ça après. Mais le coton qui est un intrant de grande nécessité pour les pays de l'Occident est vendu à des prix différents en Afrique. Les matières premières... Oui, mais vous savez que d'un pays à un autre, on peut avoir une différence de qualité. D'un pays à un autre, on peut avoir des rapports et des éléments d'analyse et d'impact comme genre de la proximité. Et c'est ça, en fait c'est ça ce que nous disons. Si on n'arrive pas à s'entendre, si on n'arrive pas à cultiver une réelle union entre nous, moi je ne veux pas forcément qu'on parle des États-Unis d'Afrique, non, mais une union à l'intérieur de l'Afrique soudée. Comment est-ce qu'on est solidaire quand on a beaucoup faim? Quand on a tous faim? Oui, au fait, la question, elle revient au fait à la source. Victor Hugo disait dans Les Misérables que la politique a deux rôles. Le premier rôle, c'est de créer la richesse et le deuxième rôle, c'est de savoir la partager. Et quelle est la quantité et la qualité de richesse que nous arrivons à produire en tant que politiciens? Et maintenant, comment le peu que nous produisons est peut-être d'une mauvaise qualité. Comment nous arrivons à la partager? C'est ça, la richesse est mal repartie. Et si il y a un groupuscule qui est peut-être en haut, bien nourri, qui se gave, qui sable le vin, qui sable le champagne, et l'autre partie en haut, en bas, n'arrive même pas à avoir l'eau potable, là, le problème devient devient nécessaire et difficile, très profond. Vous avez une dent dure contre, je dois dire, les organisations continentales, sous-régionales, notamment l'Union africaine. Pour vous, elle est totalement inutile? L'Union africaine, moi, peut-être que c'est ma personnalité, que j'essaie, avec ma personnalité d'ailleurs, que j'ai écrit ce livre. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un, bon, comme le disent les philosophes, j'ai une mauvaise conscience. La mauvaise conscience, c'est celui qui a une mauvaise conscience, c'est celui-là qui se pose toujours des questions, il a toujours les échos défavorables de ses actes. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça, là, comment je dois le faire? Donc, je me reproche, je me pose mille et une questions. Et c'est ce que j'ai fait aussi de l'Union africaine. Donc, je me suis posé la question, quel est vraiment cet acte-là aujourd'hui qu'on peut prendre comme fleur et jeter à l'Union africaine, dit bon, ça c'est les acquis de l'Union africaine. Je n'en trouve pas. J'ai essayé de chercher, je n'en trouve pas, monsieur Tanguy. Oui, mais les chefs d'État, quand ils se retrouvent, ils adoptent des positions communes, par exemple, qui leur permettent quand même, comme vous l'aviez souhaité, d'aller de façon solidaire, d'aborder de façon solidaire un certain nombre d'actualités. Vous voyez par exemple le comportement des pays africains, quand il s'agit des questions débattues à l'Union à l'ONU, par exemple, sur des questions de sécurité, des questions d'indépendance, des questions d'autonomie, des questions de la guerre, etc. Bon, les questions de la guerre, des questions de sécurité, qu'est-ce que l'Union africaine fait aujourd'hui? Même le Bénin, qui n'était pas un pays
dérangés par les djihadistes. Aujourd'hui, on enregistre des attaques djihadistes. Oui, on est touché à plein fouet. Et il faut le reconnaître. La question du chômage, la question d'emploi, on en est où? Nous sommes en train d'enregistrer l'émission sur le campus. Aujourd'hui, quand les jeunes sortent, ils sont confrontés à quoi? Au chômage. Est-ce que c'est l'Union africaine qui va régler ça? Ce n'est pas... L'Union africaine définit des canevas, définit des stratégies de façon globale et à chaque pays maintenant d'appliquer en fonction du cadre tracé par l'Union africaine, de définir justement les conditions dans lesquelles ces pays vont absorber ces problèmes. Est-ce que les canevas sont bien définis par l'Union africaine? C'est à vous de nous dire. C'est à vous de dire, est-ce qu'aujourd'hui, puisque pour vous l'Union africaine est totalement inutile et qu'elle ne pose aucun acte, est-ce que véritablement les canaux que les chefs d'État définissent à ces grands rendez-vous ne sont pas des canaux qui sont conformes justement aux réalités et par lesquels on doit répondre à un certain nombre de problèmes? Dans ce sens, moi je parle de velléité et d'hypocrisie. On va au sommet, certains même de ces chefs d'État, sinon, pardonnez-moi, la majorité, on y va, on se dit bon, parce que peut-être du 1er juin au 8 juin, il y a sommet de l'Union africaine, si je n'y vais pas, bon, on va me dire pourquoi je serai mal vu par la communauté internationale, donc j'y vais. Les décisions seront prises, je reviens, mais je continue avec ce que je faisais. On en a vu. Donc pour vous, il faut mettre une croix sur l'Union africaine. Il ne faut pas mettre une croix. J'ai proposé des solutions. Oui. Comment on doit s'y prendre? Quelle doit être réellement? Elle doit être quoi, l'Union africaine, aujourd'hui, à votre avis? Elle doit être l'institution africaine de valeur morale. D'abord. On est en politique, hein? Oui. On est en diplomatie. Oui. De prise de conscience. D'africanisme. Moi, je dis l'africanisme. Est-ce que ça, ce n'est pas des mots, on a dépassé cette époque? Non, on n'a pas. En fait, si vous croyez aujourd'hui qu'on a dépassé cette époque, ça devrait me faire mal. Parce que c'est une réalité. S'il le faut, une réalité scientifique, une réalité religieuse. Et nous ne pouvons pas oublier cette réalité et dire que nous voulons évoluer. Je suis politicien, mais je ne suis même pas politicien, je suis un jeune Africain, je ne suis pas patriote. Vous voulez que je contribue au développement de mon pays, de quelle manière? C'est ça la question. Vous parlez de nettoyage politique. On fait quoi? On ramasse tous ceux qui sont là, on les met quelque part, on y envoie une bombe et on passe à autre chose? Non, le nettoyage politique dont je parle, ce n'est pas un thème physique. Il ne faut pas voir le nettoyage politique comme un thème physique. Le nettoyage politique, ça devrait se passer d'abord dans la tête. Et je ne dis pas aussi de devenir un poli civique. Et il faut quand même, quand l'heure sonne, poser des actes quand on est jeune, revendiquer quand on est jeune, refuser quand on est jeune. Comme ça s'est passé au Burkina, comme ça s'est passé au Sénégal. Le printemps arabe est là. On a vu, vous avez dit tout à l'heure que le geste de Bouazizi, c'était des gestes singuliers. Mais c'est ça qui a créé aujourd'hui, c'est ça qui a créé dans son temps tout le printemps arabe. Oui, quand on voit dans le fond un peu ces actes, c'est vrai que j'avais dit que ce sont des actes isolés. Mais quand on voit un peu l'aboutissement, le résultat final, on ne peut pas dire que ça a servi à grand chose, non? Regardez au Burkina Faso, on en est encore à des coups d'État. Malheureusement. Regardez au Sénégal, on en est toujours à des contestations. Regardez par exemple au niveau du Maghreb. On a condamné le premier président démocratiquement élu en Égypte, Mohamed Morsi. Oui. On a plein de trucs. Les Tunisiens sont encore en train de se plaindre avec un parlement qu'on a dissous, etc. Un certain nombre de réalités qui font qu'aujourd'hui on se demande si véritablement l'acte des jeunes est utile dans ce contexte. Ce n'est pas pour autant que nous, jeunes, nous allons croiser les bras. Parce que, et c'est pourquoi il y a un chapitre dans le livre que j'ai sous-titré
l'espoir, de l'espoir à nourrir. Et quand vous cherchez l'histoire des États-Unis d'Amérique, cette histoire n'a pas été écrite en 50 ans. On a vu des jeunes en son temps. On a vu les Malcolm X, on a vu les Martin Luther King qui ont mouillé le maillot. On a vu Rosa Parks, la dame noire. Tout à fait, ouais. On a vu des combats et ça n'a pas été facile. Donc on ne doit pas baisser les bras. Et tous ces actes, plus tard, ont porté le fruit. On a vu à la tête des États-Unis Barack Obama, un noir. Donc on ne doit pas se dire, bon, parce que j'ai 25 ans, j'ai lutté pendant 10 ans, je n'ai pas eu gain de cause, donc je croise les bras. Non, il faut continuer la lutte. Oui, mais justement, et c'est ce que je vous reprochais. Est-ce qu'on n'est pas un peu pressé? Les autres, ils ont fait des siècles et des siècles qu'ils sont en train d'accumuler. Nous, quoi, on est devenu indépendant en griffe en 1960, on est en 2020, ça nous fait à peu près 60 ans. Et on est déjà pressé d'avoir le niveau. Non, puisque si on se dit on ne doit pas être pressé, c'est que on sait qu'il y a des gestes à poser, il y a des actions à mener, mais on préfère croiser les bras en attendant en espérant que c'est un autre groupe qui le fera à notre place. Vous attendez une jeunesse déterminée. Qui la détermine? La jeunesse elle-même se détermine. Comment ça? Quand elle n'a pas été bien éduquée? Et bon, malheureusement, hein, c'est ce qu'on essaie de créer dans notre tête. Que bon, la jeunesse, elle n'est pas bien formée, on ne peut pas lui passer la relève. Il faut revoir le système dans lequel nous sommes en train de former. Qui a formé cette jeunesse-là? Si ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la jeunesse? Ils étaient où? Comment ils faisaient, comment ils écrivaient les thèses sur lesquelles on devait former cette jeunesse? Et pourquoi aujourd'hui on reproche tant de choses à la jeunesse? Parmi cette jeunesse, moi je sais qu'il y a des gens qui sont mieux que ceux qui l'ont formé. Et je dis toujours, moi-même j'enseigne, j'ai enseigné pendant longtemps, je continue d'enseigner. Je ne peux pas former un élève ou un étudiant et dire que bon, il n'est pas mieux que moi. Je ne peux pas, quand il finit, je dois être fier du produit que j'envoie sur le marché de l'emploi. Donc ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils croient vraiment que cette jeunesse, elle n'est pas bien formée, ils devraient se poser des questions. Est-ce que le défaut est chez nous ou bien le défaut est chez cette jeunesse? À cette allure, vous pensez véritablement que l'Afrique atteindra ses objectifs de développement en combien de temps? Où vous êtes, c'est vrai qu'on sent en tout cas de l'espoir chez vous. D'ailleurs, même il y a un chapitre qui a été dédié à cela. Mais à cette allure, véritablement, faut-il continuer à y croire? Il faut y croire. Ouais. Moi, je dis, il faut y croire. Ça viendra, ça prendra le temps que ça va prendre, mais il ne faut pas croiser les bras. Si nous nous reposons en croyant que ça viendra d'ailleurs, la baguette magique, elle viendra peut-être de la France ou bien des États-Unis, on n'y parviendra pas. Et c'est les jeunes, parce que ceux qui sont là aujourd'hui, la soixantaine, la cinquantaine, ils se disent, moi j'ai déjà presque fini ma vie, donc je ne sais pas, hein, j'attends calmement ma retraite. Le grand problème, ça revient à nous, les jeunes. Thalès Idriss Komlan, merci beaucoup d'être venu sur mon plateau. Un mot pour finir rapidement. Bon, un remerciement d'abord à notre doyen commun à nous tous, je ne peux pas l'oublier, monsieur Jérôme Carlos, parce que il a suivi le début de ce livre. Quand j'ai fini, c'est lui la première personne à qui j'ai remis le livre, le manuscrit. Il a lu et il m'a appelé, on a discuté. Le jour-là, il me disait même qu'il n'est pas libre, qu'il va me donner seulement 5 minutes, mais le jour-là, on a fait plus de 2 heures. On en a parlé en long et à large. Et il m'a proposé des moyens pour arriver à une édition possible
Mais ce que je dis, ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Donc aujourd'hui, j'ai pu réaliser ce rêve-là, peut-être à cause de ces conseils, tout ce lot de conseils qu'il m'a donné. Donc je le remercie beaucoup. Et je veux dire aussi à la jeunesse africaine que le seul péché qu'elle va commettre aujourd'hui et demain, c'est de croiser les bras. Ne jamais croiser les bras. Merci beaucoup. Thalès Idriss Komlan, que faut-il pour l'Afrique 60 ans d'amnésie dans une Afrique hypocrite et inconsciente, c'est un essai. Merci. C'est disponible déjà, hein? Très bien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end. On va se voir samedi prochain à partir de 11h. D'ici là, vous vous portez très bien et bonne journée du samedi.